Ça s'est produit lors d'une nuit d'orage. On est en plein dans le cliché des films d'horreur. Et c'était bel et bien l'horreur. À l'époque, je travaille en patrouille. La pluie est torrentielle et la tempête est si violente qu'il m'est difficile de conduire. Je décide de me réfugier dans ma voiture de patrouille. Un homme s'approche de moi et il me dit « Merci de m'avoir rejoint ici ». Je suis perplexe. Je lui dis « De quoi parlez-vous ?» Il me répond « J'ai appelé la police de Little Rock pour demander à ce que quelqu'un vienne, parce que je suis inquiet pour mon client. Je suis avocat et mon client m'a appelé pour me dire de venir rapidement. Le téléphone s'est coupé. J'ai essayé de rappeler, mais je n'y parviens pas. Ça m'inquiète. Je lui demande s'il y a d'autres personnes dans la maison de son client. Il m'informe qu'il y a sa femme et ses 2 filles. Je m'approche de la maison, il fait très sombre. Puis je remarque que la porte d'entrée de cette maison est ouverte de 20 cm environ, assez pour que je voie l'intérieur. Mais je n'entends pas un bruit. Alors j'appelle du renfort. Je suis agent de police depuis 1 an et demi seulement. Je suis stressé. J'ai une montée d'adrénaline. J'ignore ce que je vais trouver. Et je me rends compte qu'il y a du sang. C'est une photo de moi qui a été prise en 1987, quand j'étais un bleu en patrouille. J'avais 21 ans. Le répartiteur d'urgence m'envoie sur les lieux. Quand on entre, il n'y a toujours pas de courant. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Je suis stressé. Dans la maison, j'ai une sensation étrange. Je devine que la situation est grave. Il y a cette odeur de sang, et il faut dire que le sang a une odeur bien distincte. L'odeur est très forte. Et à ce moment-là, on perd le signal radio. On ne peut plus communiquer avec le répartiteur. On n'a plus de contact avec les autres agents non plus. Il n'y a pas de portable en 1987. Alors on ne peut compter que sur nous-mêmes. Ce n'est pas rassurant. Il règne un silence de mort. Les lumières de la maison sont éteintes. On utilise nos lampes torches, on inspecte toutes les pièces dans les moindres recoins. À notre droite, on remarque une pièce avec un bureau où se trouve un corps. C'est John Markle. Il gît contre le mur. Il est décédé et il y a du sang de chaque côté de sa tête. Après avoir découvert son corps, on se demande si on a affaire à un homicide. Mais je m'inquiète quant à la sécurité de sa famille, sachant qu'il y a possiblement une femme et 2 enfants dans la maison. Alors, on décide rapidement de continuer l'inspection. En montant les marches, j'appréhende. J'ignore ce que je vais trouver. On se demande qui va entrer en premier. Je sens mon cœur battre la chamade.
À l'étage, il y a seulement une télévision. Elle est sur un meuble roulant au beau milieu du couloir. Et il y a des chambres de chaque côté de ce couloir. Je suis très mal à l'aise. C'est... comment dire... flippant. On entre dans une chambre de petite fille. La première chose que je remarque, c'est que les murs sont roses. Dans cette chambre, il y a un tourne-disque, mais aussi des affiches et des peluches. Puis je lève les yeux. Il y a du sang absolument partout sur ces murs roses. Le souvenir est très net. Je vois cette petite fille sur le lit. Puis je fais le tour pour atteindre l'autre côté du lit. Il y a une autre fille. On a retrouvé les deux sœurs ensemble dans le même lit. Amy, âgée de 13 ans, et Suzanne, âgée de 9 ans. Les deux avec une balle dans la tête. Dans la chambre parentale, on découvre Christine Markel, âgée de 45 ans. Elle est étendue sur le lit, avec des impacts de balles. Elle porte une chemise de nuit. On croirait qu'elle s'est réveillée et qu'elle a posé les pieds au sol pour s'asseoir ou se lever. Ou peut-être qu'elle a entendu quelque chose et qu'elle se levait pour aller voir. Elle a ce qu'il semble être des impacts de balles au visage et à la tête. Une famille entière a été assassinée. À ce moment-là, la vie s'est arrêtée pour cette famille. Le courant finit par se remettre en marche. La cassette était un film d'horreur, Les Griffes de la nuit. C'est complètement tordu. Je me rappelle descendre les marches totalement engourdi par ce que je viens de découvrir. Notre radio se remet à fonctionner. On contacte aussitôt le répartiteur à l'aide de notre radio. On l'informe qu'il est certain que nous avons affaire à un homicide. Alors, les enquêteurs commencent leurs investigations. Ils parcourent la maison, pièce par pièce. Ils emportent tout ce qui pourrait les aider dans leur enquête. Ils trouvent des dizaines de lettres, des documents. Puis je remarque qu'il y a une mallette posée là avec un mot qui l'accompagne. Pour résumer, le mot dit « J'ai assassiné ma femme, Christine, ainsi que mes deux filles, Amy et Suzanne. » Il l'a signé John Markel. Au premier coup d'œil, ça semble être un meurtre-suicide si l'on en croit les premiers éléments qu'on trouve. Mais il y a certaines choses qui paraissent étranges. Je me souviens parfaitement qu'il y a un masque. Il est posé près du corps sans vie de John Markel. Il représente un visage de vieil homme et il y a du sang sur ce masque. On se demande ce que fait ce masque sur la scène de crime. Pourquoi est-il ici? Parce que ce n'est pas une simple cagoule ou un masque de hockey. C'est un masque d'Halloween. Alors ce détail m'a marqué. À l'intérieur de la mallette, il y avait notamment un acte de naissance, un passeport et un carnet de chèques. Mais l'élément le plus marquant, c'est l'argent liquide. Ce sont des choses que quelqu'un pourrait avoir s'il se préparait à disparaître ou quitter le pays, ou quelque chose dans ce genre-là. Le plus étrange dans tout ça, c'est que John Markel s'est fait tirer dessus avec deux armes différentes, en même temps et dans la tête. Près de son corps, il y a un revolver de calibre 45, ce qui est un très gros calibre. Et il y a également un revolver de calibre 38. Je ne connais pas la probabilité pour que quelqu'un puisse se tirer dessus
avec une arme de chaque côté de la tête. Je pense que ça doit être 1 sur 1 million. Je cherche à comprendre comment c'est arrivé et pourquoi c'est arrivé. Est-ce qu'on est certain que John Markle a tué sa famille avant de se suicider? C'est vraiment ce qui s'est produit? Ou est-ce que quelqu'un veut nous le faire croire? Des hypothèses commencent à émerger. Ce doit être un homme totalement dérangé qui a fait ça. Plus tard, j'apprends que le meurtre de la famille Markle a eu lieu quelques jours après un vendredi 13. Alors, entre le film, le masque de vieil homme et ce terrible jour qui porte malheur, nous avons l'impression que ces éléments ne sont pas une coïncidence. Tout ça est lié. Je couvre l'affaire des Markle. Tout le monde est sur le pont. Chacun tente d'avoir l'info sur ce qui s'est vraiment passé. Ici à Little Rock, tout le monde connaît les Markle. C'est une nouvelle horrible qui choque toute la population. Une famille entière a été massacrée. J'étais un ami très proche d'Amy Markle. C'est une photo de moi à cette époque. J'avais 13 ans. Amy et moi, on se rencontre en 1986, au début de notre année de 5e. Amy était une collégienne très studieuse. Et c'était une jeune fille adorable, avec tout le monde. Mon père a été obligé de déménager à Dallas. Et John a été pour moi une figure paternelle qui était très à l'écoute. Il m'a pris sous son aile. Je me souviens que Suzanne était plus turbulente et plus bavarde. Mais lorsqu'elle avait peur, elle se tournait vers sa sœur. Par exemple, quand il y avait un orage, elle allait se glisser dans le lit de sa sœur pour se sentir en sécurité. Christine, sa mère, était une maman tout ce qu'il y a de plus normal, comme celle qu'on voyait à la télé dans les années 80. Elle était dans l'association de parents d'élèves et faisait du bénévolat. John Markle était un père très aimant. Il aimait ses filles profondément. Il aurait fait n'importe quoi pour elles. John était le fils d'une star hollywoodienne. Sa mère était Mercedes McCambridge, une actrice oscarisée pour son rôle dans Les Fous du Roi. Des années plus tard, elle prête sa voix au démon dans L'Exorciste. C'est la famille américaine parfaite. Le père a un super travail, les enfants sont bien intégrés à l'école, ils évoluent dans les bons cercles, ils fréquentent la bonne église, ils ont les bons amis. Ils incarnent l'idéal de la famille américaine. Les journaux commencent à parler des meurtres. C'est un agent de police qui est entré dans la maison et qui a trouvé M. Markle, sa femme et ses 2 filles. La ville était complètement sous le choc. Je regardais la télévision avec ma famille le matin avant d'aller à l'école. J'ai vu ces sacs mortuaires être sortis d'une grande maison du centre-ville. Mes céréales sont tombées de ma bouche et j'ai dit « C'est chez Amy ». Plusieurs corps sont sortis. Alors, j'ai pleuré. J'étais dévasté. En 1987, je suis enquêteur à la police de Little Rock. À l'époque, ça fait un peu plus d'1 an que je suis enquêteur. On m'affecte sur le cas des meurtres Markle pour enquêter sur l'aspect financier de l'affaire. Au premier abord, tous les éléments indiquent une affaire facile, parce qu'il y avait une lettre d'adieu sur la scène de crime. Mais jusqu'ici, on n'a jamais vu un suicide dans lequel 2 armes sont utilisées simultanément.
On me donne l'ordre de sortir pour faire une enquête de voisinage. On frappe aux portes et on interroge les gens pour savoir s'ils ont vu ou entendu quelque chose. Il y a des échos comme quoi John serait sorti de chez lui la nuit des meurtres. Il aurait été suivi par un pick-up blanc. Et peu de temps après, sa famille est morte. À ce stade, les enquêteurs travaillent sur l'affaire. Ils épluchent le passé de cette famille et ils examinent particulièrement tout ce qui concerne la vie de John. Il faut que l'on détermine s'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait être impliqué ou qui aurait un mobile pour le meurtre des Markle. On apprend que John Markle était vice-président de l'entreprise Stevens Inc. Apparemment, c'était un génie en finance. John Markle travaillait durant de longues heures. Il engrangeait 3 millions de dollars avec ses transactions. Il vivait dans un monde où des fortunes se gagnaient et se perdaient du jour au lendemain. On disait que les Markle connaissaient les Clinton, Bill et Hillary. Amy Markle était amie avec Chelsea Clinton. Les filles se connaissaient et jouaient ensemble. En fait, Hillary Clinton et Chelsea Clinton ont toutes deux assisté aux funérailles de la famille. Et lorsqu'on a une famille influente, ça devient une affaire très médiatisée. Il y a beaucoup de rumeurs et de questions. Alors, on commence à examiner les documents financiers des Markle. On y découvre de nombreux éléments suspects. La chose la plus surprenante, c'est que John Markle rédige plusieurs chèques non barrés toutes les semaines pour les encaisser. C'était des sommes entre 600 $ et 1000 $ par semaine. Avec l'inflation actuelle, cela représenterait environ 10 000 $ par mois. Le fait que ces chèques soient si réguliers, ça éveille grandement ma curiosité quant au destinataire de cet argent. Les gens parlaient entre eux de la richesse, de l'influence et des relations des Markle. Ensuite, ils sont passés à un autre sujet, les meurtres. Dans les années 80, l'Arkansas est le théâtre de quelques-uns des plus grands scandales du pays. Toutes sortes d'histoires aberrantes sont révélées au grand jour. Il y a le fameux scandale du Whitewater, où la corruption est si répandue qu'elle finit par entraîner la faillite d'un certain nombre de banques à l'échelle nationale. Le coût pour les contribuables s'élève à 500 milliards de $. C'est une époque en Arkansas où tous les gens bien placés s'enrichissent et où tous les autres se font avoir. Un nombre important d'autres crimes sont commis dans cet État. Il y a pas mal de théories du complot à cette époque concernant les corps de 2 jeunes garçons. Ils seraient morts sur les voies ferrées juste en périphérie de Little Rock. L'enquête a initialement conclu à un suicide. Une autopsie a ensuite permis d'affirmer qu'ils ont en fait été assassinés. Comme les meurtres des Markle ont eu lieu pendant cette période, tous les autres décès, les suicides, les meurtres, ont simplement alimenté les théories du complot qui circulaient déjà. Et 2 mois avant les meurtres commis au domicile des Markle, situé sur Main Street, une autre affaire très médiatisée et étrangement similaire s'était produite à Biloxi, dans le Mississippi. L'affaire concernait Vincent Cherry, qui était juge municipal, et son épouse Margaret, qui occupait le poste de conseillère municipale à Biloxi, dans le Mississippi. Quelqu'un s'est présenté à la porte d'entrée et a tiré sur le juge Vincent Cherry. Ce crime a été commis par quelqu'un qui avait des compétences professionnelles en tir et qui était capable de se déplacer dans la maison sans se faire repérer. Puis, il a exécuté Margaret Cherry. Elle a reçu une balle à l'arrière de la tête. Aucun des deux ne présentait des signes de lutte,
Ils ont été assassinés sans résistance. Les enquêteurs interrogeaient des détenus à plusieurs centaines de kilomètres de là. Les enquêteurs ont fini par découvrir les motivations derrière le crime. Cette affaire était liée à une fraude financière qui avait eu lieu. Les Sherry ont été tués parce que leurs têtes ont été mises à prix. Les principaux suspects étaient impliqués dans ce qu'on appelait alors la Mafia Dixie, connue également sous le nom de Mafia Cornbread. Nous avons donc voulu creuser davantage, afin de savoir si quelqu'un associé ou affilié à la Mafia Dixie était lié à John Markle ou à sa famille. S'agit-il d'une tragédie familiale ou d'un acte prémédité? Tout semble indiquer qu'il s'agit d'un acte prémédité. Suzanne a reçu 5 balles, Amy 4, Christine en a reçu 3 et John 2. Il reste une balle dans le revolver. Pour moi, c'est un message. J'entends parler d'un groupe appelé la Mafia Dixie depuis mes débuts dans la police en 1984. Il s'agit d'un groupe de criminels du sud des États-Unis. Il s'étend de l'Arkansas jusqu'au Mississippi et à la Louisiane. La Mafia Dixie est unie par une seule chose, l'argent. Ils commettent des cambriolages, des vols à main armée dans des banques ou des fourgons blindés et d'autres délits de ce genre. La Mafia Dixie avait des politiciens et des hommes d'affaires dans sa poche. L'une des techniques caractéristiques utilisées par la Mafia Dixie dans cette région consiste à mettre en scène des meurtres pour les faire passer pour des suicides. On parle de meurtricide. Si John Markle s'est associé à des personnes peu recommandables, c'est peut-être elles qui lui ont fait ça. Parfois, on se retrouve en mauvaise posture avec les mauvaises personnes. Nous avons plusieurs pistes quand les rapports toxicologiques arrivent. Je remarque quelque chose d'un peu inhabituel dans les rapports. Ils avaient tous de l'élavil dans leur organisme. L'élavil est un antidépresseur qui peut provoquer une somnolence. Il a été introduit d'une manière ou d'une autre dans leur organisme dans le but de les faire somnoler. Si c'est bien un coup de la Mafia Dixie, ils auraient pu droguer la famille pour les rendre incapables d'agir pendant qu'ils éliminent John Markle. Il y a certains éléments qui se précisent, mais ce n'est pas vraiment cohérent. Pourquoi tant de violence? Ils auraient probablement pu être tués avec les médicaments. Il n'y a pas vraiment besoin d'armes. Pourquoi avoir besoin de leur tirer dessus autant de fois avec des armes de gros calibre qui provoquent beaucoup de dégâts? Ce qui est arrivé au Markle était totalement différent de ce qui s'est passé dans le Mississippi. Ils ont été tués par balle d'une manière qui n'est pas logique. Plusieurs armes ont été utilisées. Il y a également la présence de ce masque près du corps de la victime. Et le film « Les Griffes de la nuit » qu'il regardait ce soir-là. Je me demande ce que ça signifie. A-t-il été laissé là par quelqu'un qui veut faire passer un message? Ou est-ce que c'est quelque chose de bien plus sinistre? Si John Markle est impliqué dans quelque chose de plus vaste, alors nous devons le prouver. C'est alors que les enquêteurs commencent à se pencher sur la mallette de John Markle et son contenu. On passe au crible tous ces documents. On découvre alors qu'il était profondément endetté. Les enquêteurs creusent davantage et ils découvrent un compte secret. Cela nous mène à une date. Et c'est cette date qui a tout fait basculer pour John Markle. C'était un vendredi 13.
Markel était l'un des employés les mieux payés de l'entreprise. Mais il s'avère qu'il était en réalité impliqué dans une vaste affaire de manipulation financière, de transactions frauduleuses. Et tout cela en effaçant bien ses traces. Plus de 5 millions de dollars ont été détournés des comptes clients au fil des années. Son employeur l'a confronté, et c'est à ce moment-là qu'il a admis ses torts. En fait, c'est assez simple. Il appelait le matin et plaçait une transaction. Et puis, dans l'après-midi, il était en mesure de voir sur son terminal si cette transaction était gagnante ou perdante. Si c'était une transaction gagnante, il faisait en sorte que celle-ci soit imputée à son compte. Et si c'était une transaction perdante, elle était enregistrée sur le compte de la société. Un vendredi 13 de 1987, Markel est mis à la porte de son entreprise. C'est le jour où il perd absolument tout. Nous voulons déterminer qui a bien pu bénéficier de ce détournement de fonds. On demande donc à obtenir ses relevés bancaires, on interroge plusieurs personnes qui travaillaient avec lui et on essaye de suivre la trace de l'argent. On commence à chercher où va cet argent. On peut en retracer une partie en remontant à une personne proche des Markel. Quelqu'un que John accuse d'avoir tué toute sa famille. Tous ceux qui connaissent Little Rock ont entendu parler de la maison Markel. Elle se dresse sur une petite colline et il suffit de la regarder, surtout la nuit, pour comprendre que quelque chose cloche. J'ai lu des histoires sur le fantôme de Suzanne qui apparaît et ce genre de choses. C'est tout simplement triste. Tout le monde parle de fantôme, mais c'est une amie. C'est quelqu'un qui m'était cher. Je voudrais simplement savoir pourquoi c'est arrivé. On sait tous que le vendredi 13 est censé être un jour de malchance dans l'année. Beaucoup de gens ne veulent rien faire. Ils ne veulent pas prendre l'avion ni aller nulle part. Et en novembre 1987, ce jour s'est avéré être un jour d'extrême malchance dans la vie de John Markel. John Markel a été pris dans une affaire de détournement de fonds et volait de l'argent à son entreprise. Lorsque l'on commence à enquêter sur la destination de cet argent, on peut remonter jusqu'à la mère de John Markel, Mercedes McCambridge, ainsi qu'à sa maison de San Diego et à ses comptes bancaires là-bas. Mon objectif principal est de déterminer si elle était au courant des agissements de son fils et si elle tirait un avantage financier de cet arrangement. J'ai pris contact avec Mercedes. Ses réponses étaient plutôt vagues. Elle a nié toute implication. Elle a déclaré avoir donné de l'argent pour financer l'éducation de ses petites filles. Et alors qu'elle réfléchissait à cette idée, j'ai pu constater qu'une certaine tristesse l'envahissait. On s'est rendu compte qu'elle ne savait absolument rien du détournement de fonds. Mais il n'y a jamais eu de raison claire pour expliquer pourquoi il a agi ainsi. Lorsque les enquêteurs fouillent à nouveau la maison et commencent à emporter tous les documents financiers susceptibles de révéler ce qui se passait dans la vie de John Markel, ils trouvent des dizaines de lettres et de documents qu'il a écrits. Une lettre sort du lot. Il s'agit d'une lettre de 12 pages adressée à sa mère, Mercedes McCambridge. D'après cette lettre destinée à sa mère, sa relation avec elle n'était pas très bonne. Dans la lettre que John Markel a écrite à sa mère, il dit « J'ai été conçu pour sauver un mariage malheureux. J'ai surtout été élevé par des domestiques et des membres de la famille qui vivaient chez nous. Tu travaillais.
Il avait l'impression qu'elle était plus en phase avec Hollywood et son rôle d'actrice de cinéma qu'avec son rôle de mère. Il raconte comment il a essayé de prouver sa valeur à sa mère en obtenant un doctorat, en décrochant un emploi très bien rémunéré, en fondant sa propre famille et en réussissant dans la vie. Mais il avait l'impression que rien n'était jamais assez bien pour sa mère. John reprochait à sa mère les problèmes auxquels il était confronté. Il a dit qu'elle était un démon. En fait, elle a prêté sa voix au démon dans L'Exorciste, le film qui a changé sa vie. L'Exorciste n'est pas seulement un film d'horreur. Il y a quelque chose de sombre attaché au projet. Des techniciens ont été victimes d'accidents bizarres, de fractures, de doigts sectionnés. 9 personnes associées au film sont mortes dans des circonstances étranges. Il y a eu un incendie, tout a brûlé, sauf la pièce où devait avoir lieu la possession. Linda Blair, la petite fille qui jouait le rôle de Regan, a subi de graves lésions à la colonne vertébrale suite à un accident survenu pendant le tournage. Ses véritables cris de douleur ont été conservés dans le montage final. Le réalisateur a dû faire appel à un prêtre pour procéder à un exorcisme sur le plateau. Son interprétation dans L'Exorciste est devenue plus qu'un simple rôle, mais une obsession pour Mercedes. Ça n'a pas été difficile pour moi d'imaginer la rage. Elle affirmait avoir fumé cigarette sur cigarette et bu beaucoup d'alcool pour donner vie à la voix du démon. Je te déteste! Je te déteste! C'est pas difficile. En approfondissant notre lecture de la lettre de John, une histoire nous marque. Celle de l'accident de voiture dans lequel il a été impliqué et qui a failli lui coûter la vie. Il était en soins intensifs, il souffrait d'un grave traumatisme crânien et elle ne lui a jamais rendu visite. Dans la lettre, il a écrit « Je suis sorti de l'hôpital. Je n'ai pas arrêté de t'appeler, mais la ligne est toujours occupée. J'appelle un taxi et je vais jusqu'à ton appartement. Ma tête est enveloppée de bandages et de gaz. Je te découvre nu sur le sol. Il y a des comprimés et des bouteilles à côté de toi et ta lettre d'adieu. » Il finit par devoir appeler les secours pour lui sauver la vie. La seule chose qu'il ait jamais voulu de sa mère, c'était qu'elle l'aime. Mais elle n'était pas capable d'être une vraie mère pour son propre fils. Elle est en quelque sorte devenue le démon et elle a transmis cela à son fils. Il avait passé toute sa vie à courir après son amour et son approbation. Il se rend compte que dans tous ces moments les plus difficiles, elle n'est jamais là pour lui. John Markle a écrit « Tu m'as traité de menteur, de voleur, de criminel, de bon à rien. Tu as dit que j'avais gâché ta vie et que mon image en tant que père ne valait pas un clou. Tu as dit que ma place était au fond des toilettes. » Alors que l'on se penche sur la question, il nous est difficile de comprendre pourquoi il envoie de l'argent à sa mère. Je pense qu'elle avait tellement d'emprise sur lui qu'il était simplement impuissant. John Markle est licencié de son travail. Il allait sans doute perdre son permis, perdre sa maison. Il envisage même de déménager en Australie. Il risque la prison. On peut lui demander de rembourser des millions de dollars. À ce moment-là, John fait un pas vers sa mère. Il lui demande de l'aide. C'est une situation très humiliante pour lui, parce qu'il a toujours eu pour objectif d'impressionner sa mère. Et maintenant, il est obligé de lui demander de l'aide pour une situation très embarrassante. Markle est en train de ramper devant sa mère, suppliant, implorant presque à genoux pour obtenir de l'argent, pour se sortir de cette situation difficile. En substance, elle lui fait comprendre qu'il s'est mis seul dans le pétrin
alors il doit se débrouiller seul. Et je pense que pour John, c'est la trahison ultime de la part d'une mère, alors qu'il avait toujours espéré qu'elle l'aiderait. Mercedes McCambridge est une perverse narcissique. La seule fois où il a vraiment besoin d'elle, elle n'est tout simplement pas là pour lui. Alors sa colère se transforme en quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus sinistre. Nous ne savons toujours pas comment il est mort. Il est impossible qu'une seule personne puisse se tirer dessus avec 2 revolvers en même temps. Tout cela rend les choses encore plus étranges. Un vendredi 13 de 1987, quelque chose bascule. Est-ce là le déclencheur dans l'esprit de John Markle? Le château de cartes s'effondre complètement. Il est rongé par le désespoir. La seule chose à laquelle il veut fuir ou échapper, c'est à la vie elle-même. Et il veut emmener sa femme et ses enfants avec lui. Ce n'est vraiment pas un accès de violence spontané et impulsif. C'est mûrement réfléchi et planifié. Ce soir-là, ses 2 filles et sa femme Christine pensent probablement au lendemain, à retrouver leurs amis, à toutes les activités qu'elles ont hâte de faire le jour suivant. Elles ne se doutent pas que c'est leur dernier jour sur Terre. Leur père a introduit de l'Elavil dans leur organisme. Ce soir-là, John a également loué les Griffes de la Nuit pour que toute la famille puisse le regarder. Le film Les Griffes de la Nuit raconte l'histoire d'un homme qui tue des gens pendant leur sommeil. Ainsi, après que la famille a regardé le film et que les enfants sont couchés, sa femme va se coucher et John attend qu'elle soit profondément endormie sous l'effet des médicaments. Une fois qu'il en a le cœur net, il exécute son plan. Le film qui passe dans le couloir à l'étage est peut-être un stratagème pour effrayer les enfants? Pour encourager les 2 filles à dormir ensemble, afin qu'elles puissent se réconforter durant la nuit, toutes 2 bien bordées dans le lit, sous une même couverture. Il n'aurait pas besoin d'aller dans 2 chambres différentes pour les tuer toutes les 2. Ensuite, il met son masque et il se rend dans la chambre des filles. Voici le masque que John Markle portait lorsqu'il a tué toute sa famille. Il ne supporte pas l'idée qu'elle voie son visage, qu'elle sache que c'est lui, derrière le masque, qui appuie sur la gâchette et leur ôte la vie. Il a prévu de tirer ses balles pour qu'elles coïncident avec la terrible tempête qui s'abat sur Little Rock cette nuit-là. Le tonnerre et les éclairs couvrent probablement les bruits des coups de feu et les hurlements qui pourraient survenir. Christine s'est peut-être réveillée en sursaut et elle s'assoit parce qu'elle entend les coups de feu dans la chambre de sa fille. Qu'est-ce que Christine a vécu cette nuit-là? Est-ce qu'elle l'a vu avec un masque? Ça doit être horrible d'être endormi dans son lit et de voir quelqu'un arriver avec 2 armes à feu et un masque. Et après, il redescend dans son bureau et il se met à écrire ses lettres. Il fait venir son avocat à la maison.
Il y a des résidus de poudre sur les mains de John. Il a été en contact avec une arme. Le fait qu'il ait réussi à se tirer 2 balles en même temps, avec 2 armes différentes, je suppose que ça rend tout cela encore plus étrange. Je pense que j'étais de l'autre côté de la rue lorsque les coups de feu ont été tirés. J'y suis resté pendant plus d'1 heure sous cette tempête. Ai-je entendu les derniers coups de feu? M'a-t-il vu m'arrêter? Je l'ignore. La grande question est de savoir pourquoi il s'en est pris à sa propre famille plutôt qu'à la personne qui le mettait vraiment en colère, à savoir sa mère. Je pense qu'elle avait tellement de contrôle et de pouvoir sur lui qu'il ne pouvait pas se rebeller contre ce monstre. John Markle a donc massacré toute sa famille. De toutes les scènes auxquelles j'ai assisté, c'est celle qui m'a le plus marqué au cours des quelques 40 dernières années. Je n'ai jamais oublié ces murs roses, recouverts d'une quantité monstrueuse d'éclaboussures de sang. Dans ma tête, je revois le dessin sur le réfrigérateur. C'était une feuille de papier coloré avec écrit « Je t'aime papa, je t'aime maman ». Et il faut dire que c'était totalement bouleversant. De mon côté, je me souviens très clairement de tout ce qui concerne cette affaire. Vous savez, je pense que tous ceux qui ont été impliqués en ont gardé un souvenir marquant pendant des années. Toutes les personnes à qui j'ai parlé, y compris les premiers agents arrivés sur les lieux, se souviennent de tout dans les moindres détails. J'ai eu l'occasion de voir les photos de la scène de crime et j'ai ressenti une immense tristesse, en particulier en voyant les enfants. Je n'étais pas encore père à cette époque, mais chaque fois que des enfants sont assassinés, ça affecte tous les policiers qui doivent s'occuper de ce genre d'affaires. Ici, il est question d'une enfant de 13 ans et d'une autre de 9 ans. Et forcément, je repense à mes 12 ans quand je livrais des journaux et que je faisais tout ce qu'un enfant de cet âge est censé faire. Pour elles, la vie s'est arrêtée là. Elles ne pourront plus jamais rien accomplir à l'avenir. D'après les preuves médico-légales recueillies, la lettre de suicide et l'état d'esprit dans lequel il se trouvait, John Markle est le seul responsable des meurtres abominables de sa femme et de ses enfants. La maison Markle a en quelque sorte pris vie, comme c'est souvent le cas, dans ce genre de situation. Elle sera toujours considérée comme la maison du crime. Elle est toujours habitable, mais elle est inoccupée. Personne ne veut y vivre. Je pense qu'il faudrait être quelqu'un de singulier pour y vivre pendant longtemps. Quelqu'un a récemment qualifié cette maison de cicatrice dans la ville. Même des décennies plus tard, les gens s'en souviennent encore parce que certains cauchemars ne disparaissent jamais. Certaines histoires ne s'effacent pas, comme celle de cette femme qui a donné sa voix à un démon et de son fils qui en est devenu un.